Bonjour à tous les présents. Donc on va entamer cette conférence sur la restauration collective. On va essayer de répondre ensemble à la question de savoir comment il faut qu'on procède pour que les fruits et légumes, et en particulier les fruits et légumes bio, puissent pénétrer la restauration collective et de ce fait répondre à la demande des Français. Donc pour répondre à cette question autour de la table, donc Florent Gull qui va se présenter lui-même. Oui, bonjour. Donc Florent Gull, directeur de l'agence Bio, agence française pour la promotion et le développement de l'agriculture biologique. D'accord. Monsieur Grandin, peut-être? Oui, je suis le vice-président d'Interfel et j'exerce un métier de grossiste-distributeur en direction de la restauration en Île-de-France. Et vous présidez le comité restauration collective au sein Comité RHD d'Interfel, oui, également. D'accord. Et Gilles Chapuis? Bonjour, Gilles Chapuis, donc responsable de la légumerie Acadébio en Île-de-France. En Île-de-France. Voilà, donc avant de vous laisser la parole, faisons le constat que dans le prolongement des États généraux de l'alimentation, il y a un projet de loi qui est en cours de préparation. Si j'ai bien compris, il est en train de faire l'objet de nombreux débats et d'amendements, notamment sur ce qu'on appelle les produits bio, les autres produits de qualité qui doivent aussi s'inscrire dans la loi et rentrer en restauration collective. L'objectif quantitatif, globalement, c'est bio et produits de qualité, si ma mémoire est bonne, c'est 50%. À l'intérieur de ces 50%, on est supposé retrouver 20% de produits bio à l'horizon de 2022. Un sacré challenge parce que si on verra avec nos invités, mais je crois que pour l'instant on en est très loin. Et en attendant le choix du législateur, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a déjà des collectivités publiques, des restaurants scolaires qui sont engagés dans un approvisionnement bio, quelquefois même supérieur à 50% et pour certains même jusqu'à 100%. C'est le cas d'ailleurs, certains d'entre eux ont été primés récemment dans le cadre de la première édition des victoires de ce qu'on a appelé les cantines rebelles. Et parmi ces cantines rebelles, on pourrait dire avancées, il y a quelques lauréats en Occitanie, la ville de Manduel dans le Gard, qui a eu le prix de la cuisine vivante. Il y a l'EHPAD, donc la maison de retraite de Clapier dans l'Hérault, qui a eu un prix pour la santé dans l'assiette. On cite aussi assez souvent des villes comme Lons-le-Saunier ou Bègles. Bref, a priori, manger bio, c'est possible, bien que souvent on entende de la part des gestionnaires ou des élus qui en ont la charge que c'est pas possible en bio parce que l'offre est insuffisante, notamment en fruits et légumes. Alors, c'est un petit peu un comble pour notre région Occitanie et pour un département comme les Pyrénées-Orientales, mais c'est que ça suppose quand même de franchir quelques écueils et on va essayer de voir lesquels il faudra franchir ensemble pour y arriver. Je vous laisse la parole, Florent. Oui, alors en introduction, je voulais montrer quelques chiffres, mais vraiment rapidement. Alors, voilà. Premier point pour rebondir finalement sur ce que vous disiez, Patrick, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on va vers cette introduction et ce projet de loi. Vous avez dit que ça a été débattu pendant les États généraux de l'alimentation. Ça fait plusieurs années, au moins 10 ans, que c'est présent dans le débat politique. Mais le fond, c'est l'attente des Français, puisqu'on voit sur ce graphique, dans un sondage qu'on a produit il y a quelques semaines maintenant, que les Français demandent, au-delà de leur consommation personnelle, du bio à l'extérieur de leur domicile, à des chiffres assez élevés. Bien entendu, on leur demande simplement est-ce qu'ils veulent plus de bio. On ne pose pas de conditions, en particulier, évidemment, de conditions financières. Mais on voit que donc 90% des Français qui ont des enfants en âge d'être scolarisés veulent plus de bio dans la cantine scolaire, 83% dans le restaurant commercial, puisqu'on parle de restauration collective dans la loi, mais il y a aussi la possibilité de vouloir plus de produits bio dans son restaurant, 81% sur le lieu de travail, cantine d'entreprise, 80% dans les hôpitaux, vous citiez un EHPAD à l'instant, etc., etc., jusqu'à même dans des distributeurs automatiques ou la restauration rapide avec des scores, en tout cas pour la restauration rapide, assez impressionnants. Donc voilà, on voit bien que c'est cette attente-là qui justifie ce débat au Parlement et notre débat de cet après-midi. Mais du coup,
lorsque l'on fait l'enquête sur où on en est aujourd'hui, l'élément clé à retenir de ces quelques chiffres qui viennent là d'une autre enquête qu'on a faite auprès des restaurants collectifs en juin 2017, donc ça date un tout petit peu, mais je pense que les chiffres n'ont pas tant bougé que ça, et tout à l'heure on viendra des chiffres plus précis sur la partie fruits et légumes, mais en tout cas sur l'ensemble des produits, vous voyez 2,9% de la valeur d'achat des denrées dans les restaurants collectifs en France sont des produits bio, donc ça reste quand même très très faible par rapport à ces 20% dont vous parliez tout à l'heure ou à ces 90% d'attente de la part des consommateurs. Donc on est sur quelque chose qui montre bien que c'est pas facile, qu'il y a des obstacles, sinon on n'en serait pas là. Donc on va pouvoir en discuter dans ce débat. Peut-être un autre élément quand même qui est important, c'est de voir justement quels sont les produits qui sont présents dans cette faible représentation, certes, mais tout de même, quels sont ceux qui finalement ont une prédominance et une porte d'entrée. On retrouve souvent un peu les mêmes produits. Effectivement, on parlera des fruits et légumes plus particulièrement. On voit aussi bien sûr les produits laitiers. On parlait aussi en aparté tout à l'heure du pain. Voilà, donc c'est vraiment souvent des entrées de produits progressifs qu'on va retrouver dans la restauration collective. Puis bien sûr, ce graphique, il a une valeur nationale, mais suivant les régions dans lesquelles on se retrouve, il y a des opportunités bien plus intéressantes. Il y a des régions notamment de production de viande de qualité où les restaurants collectifs ont démarré plutôt par la viande que par les fruits et légumes ou par le pain. Donc, chacun voilà. avec ses atouts régionaux. Exactement. Enfin, dernier élément peut-être, c'est pour contrebalancer peut-être ce chiffre un peu faible de 2,9%, qui est lui donc un pourcentage global de tous les achats de toutes les cantines de France et de Navarre. Quelle est la part de bio? Mais si on prend une autre question qui est de dire combien de restaurants, quelle part de restaurants collectifs ont introduit des produits bio, vous voyez qu'entre les deux derniers moments où on a fait ce calcul, on a par exemple en restauration scolaire, on était déjà à plus de 60%, on est presque à 80% de restaurants scolaires qui introduisent au moins, je dirais, un produit bio de temps en temps. Donc ça montre bien, comme dans la consommation des Français à domicile, les Français à domicile disent à plus de 90%, au moins une fois dans l'année, j'ai acheté un produit bio. Et la part du marché bio dans la distribution en France, c'est 4,5% de l'alimentaire des Français. Donc vous voyez, finalement, c'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais on pourrait considérer que la restauration collective n'est pas très différente de la consommation à domicile. Elle a les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers les produits bio, et à la fois pour des raisons de disponibilité des produits et pour tout un tas d'autres contingences, au final, on est autour de 3, 4, 5% pour l'instant. Donc c'est plutôt l'avenir qu'il s'agit de regarder, mais ce n'est pas spécialement un mauvais score. Probablement qu'on pourrait faire mieux en cantine parce qu'on a l'impression qu'on maîtrise mieux le dispositif, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça, qu'on ne maîtrise pas tout, loin s'en faut. Pardon, un dernier élément, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails chiffrés, ces études elles sont sur le site de l'agence bio, donc ce n'est pas la peine de rentrer trop dans le détail, mais un point important quand même, qui est le bio local, puisque souvent on a l'impression qu'il faudrait quasiment choisir entre bio et local. Donc ces mêmes restaurants qui nous ont répondu à l'enquête de juin dernier, vous voyez, nous disent finalement on est majoritairement sur de la provenance de produits bio qui est soit provenance France à 22%, soit à 59% valeur France et 22% valeur locale. Donc globalement, on est 59%, excusez-moi, régional et 22% France. Et donc un total général France et régional qui est très très majoritaire à plus de 80%. Donc on est bien sur quelque chose qui est rassurant sur le fait de dire quand il y a eu introduction de produits bio dans la restauration collective jusqu'à maintenant, ça s'est fait majoritairement par du bio qu'on va caractériser de local au sens régional ou au moins national. Donc ça, c'est quand même un élément clé de dire il n'a pas été mis du bio dans la cantine juste pour mettre du bio en disant finalement si c'est un produit d'importation qui aurait fait 10 000 km, c'est pas grave. C'est pas ça le choix qui a été fait jusqu'à maintenant. Toutes les démarches, qu'elles aient abouti à 2% ou à 80% de bio dans une cantine, se sont faites en structurant des filières locales et en travaillant avec les producteurs de la région et avec des achats français au minimum. D'accord, je pense qu'on va passer au témoignage de Gilles Chapuis. Vous nous avez proposé une vidéo, je pense qu'à la régie on va la visionner. Peut-être en attendant son passage, nous préciser. 1500 mètres carrés de locaux neufs, ici, dans la première et unique légumerie bio d'Île-de-France gérée par la société Acadébio. Les carottes sont coupées, nettoyées, épluchées, puis mises en sachet. Direction ensuite les cantines scolaires. La destination finale est la consommation dans toute l'Île-de-France. C'est un circuit court complet où on gère des filières et des approvisionnements contractuels avec des producteurs.
Nous transformons les légumes pour les rendre en prêts à l'emploi pour la restauration collective principalement. Encore en phase de lancement, la légumerie inaugurée il y a un mois profitera bientôt à près de 200 000 élèves, une initiative francilienne pour favoriser l'approvisionnement local et les circuits courts. Ça nécessite quand même un tout petit peu de volonté politique, elle est là. Une mobilisation des collectivités locales, elle est là. On avait publié des guides, on a mis en place des plans alimentaires territoriaux. Tout ça, ça se structure, ça se met en place. Et c'est un beau message aussi qui consiste à dire eh bien, l'approvisionnement local, le manger local, ça existe, c'est en train de se faire. 1500 tonnes de légumes seront collectées et transformées chaque année. En tout, une cinquantaine de producteurs vont bénéficier de ce nouvel outil, une aubaine pour faire face aux problématiques structurelles qui touchent le secteur agricole. C'est l'avenir de mon exploitation, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, voilà, on est à 50 km de Paris. C'est clair que c'est un avantage indéniable par rapport à d'autres régions de France qui n'ont pas un bassin de consommation aussi important à proximité. Et c'est une véritable chance de pérenniser mon activité agricole. Pour assurer le fonctionnement de la légumerie, une vingtaine de personnes seront employées à terme, dont la moitié en situation de handicap. Voilà. Un an après, où en êtes-vous? Eh bien, nous avançons. La première année est toujours particulière. Nous sommes beaucoup sur le bio. C'est une légumerie mixte. On en parlera un petit peu tout à l'heure pour quelles raisons, mais en tout cas, le bio est principal aujourd'hui et restera, je pense, à terme principal. Nous travaillons principalement, encore une fois, les légumes d'hiver, légumes de crudité. On a vu les carottes, mais il n'y a pas d'autres produits pour l'instant qui sont travaillés là? Si, bien sûr. Les carottes, c'était le jour du reportage, le produit du lancement. Qu'est-ce qu'il y a comme produit actuellement? Depuis le début, nous avons les carottes, les choux, tous les produits de crudité, donc le céleri. Et puis après, la pomme de terre, qui est un gros volume également. Bien, si vous le voulez bien, on va laisser la parole à Monsieur Grandin. Donc, il y a une diapo qui va faire le point, je crois, sur les volumes qui sont actuellement travaillés en bio, en fruits et légumes dans la restauration collective. Oui, c'est l'affiche d'une étude plus complète sur l'ensemble des fruits et légumes consommés en restauration. Il y a une première bonne nouvelle en restauration collective, c'est qu'il y a une progression de la consommation constante depuis 2000 de fruits frais et depuis 2011 de légumes frais. C'est quand même quelque chose d'appréciable au-delà des modes de culture et de la spécificité du bio. Je veux dire frais par rapport au surgelé, je suppose. Frais par rapport aux autres technologies de manière générale, oui. Que ce soit l'apertisé ou le surgelé. L'élément intéressant par rapport à 2011, c'est qu'il y a une forte progression quand on le prend sur des périodes longues. Donc on fait cette étude tous les 5 ans, d'où le délai. Il y a une forte progression et singulièrement dans la restauration en gestion directe. Vous savez qu'en restauration, il y a 2 modes de gestion. Il y en a un qui est concédé aux sociétés de restauration. Il y en a un qui est en gestion directe, dont les marchés publics, qui exécutent eux-mêmes les marchés, mais aussi les marchés privés. Et donc la plus grosse progression, mais c'est vrai qu'ils étaient en retard, s'est faite dans ce secteur. Et donc on arrive maintenant à environ 13 000 tonnes de produits bio en fruits et légumes frais, sachant que ça représente à peu près 4% des achats de la restauration collective, qui a plus que doublé par rapport à 2011. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un facteur intéressant de rattrapage pour la gestion directe, mais de développement effectif de ce marché. La moins bonne nouvelle, c'est que quelque part, depuis 2008, on nous déclare que dans les 3 ou 4 ans qui viennent, on sera à 20%. Il y a eu des plans successifs qui l'ont réaffirmé. Aujourd'hui, on nous dit en 2022, on sera à 20%. Je crois que si la progression ne se fait pas plus vite que cela, ce n'est pas un manque de volonté. Les témoignages qu'on a vus tout à l'heure témoignent du fait qu'il y a une volonté d'avancer. C'est à la fois une question de capacité à produire, de temps de conversion. Et donc une des questions qui se posera, mais je crois qu'elle est prévue dans la loi, c'est qu'est-ce que l'on fait des produits en conversion dans ces périodes. Et puis, il faut être très clair, il y a une question de coût. Et donc il y a une question de cohérence entre les intentions et les actes. Je
Je voudrais saluer l'initiative de la région ici, qui a un plan territorial extrêmement précis et qui, en direction des lycées, va faire un effort, je crois, de l'ordre de 2 millions par an, donc de 16 centimes, je crois, par repas supplémentaire, pour supporter la démarche à la fois de relocalisation des produits en général et du développement des produits bio. Ce n'est que comme cela, de toute façon, qu'on arrivera potentiellement à voir croître ce marché. Sinon, les mêmes causes, malheureusement, produiront les mêmes effets et on restera, globalement, on est à 4% fruits et légumes, mais globalement, si on prend l'ensemble de la gamme des produits achetés aujourd'hui en restauration collective, les chiffres que l'on a sont les mêmes, c'est de l'ordre de 3% de la consommation de la restauration collective. Donc de 3% à 20%, c'est vrai qu'il y a une marge de progrès importante. Alors, Gilles Chapuis, comment vous essayez à votre échelle en Ile-de-France donc de structurer une filière et, pour y arriver, hein, pour atteindre les tonnages qui vous sont demandés, je suppose. Vous travaillez avec les producteurs, avec une association de producteurs, vous avez des planifications, comment ça fonctionne ? Alors, on travaille en direct avec les producteurs. On essaye surtout d'avoir au départ un contrat, un marché important pour pouvoir fédérer et faire tourner une usine, même si petite soit-elle, une usinette comme je l'appelle, mais régulièrement. On a besoin de cela. Sans marché, on n'est pas capable de démarrer un outil, de le rentabiliser et après de programmer longtemps à l'avance, parce que c'est le cas et il le faut, des mises en culture et pour alimenter la restauration collective. Et vous travaillez avec un grand groupe de restauration Alors on travaille principalement avec le groupe Elior, ça pourrait être un autre groupe. En tout cas, c'est vrai qu'il faut un marché au départ, il faut un contrat pour pouvoir lancer un outil et pour pouvoir développer pour beaucoup d'autres après derrière des produits qui vont dans ce sens-là, qui vont dans le sens du développement du bio, qui vont dans le sens de la mise en culture plus importante. Il faut de toute façon dire quand même que ce sont des producteurs de plein champ, des producteurs qui font du volume à l'hectare. Donc c'est des structures importantes et mécanisées, on va dire ça ? Plus importantes, oui, en tout cas, parce que on comprend bien qu'un maraîcher qui a une trentaine de légumes n'a pas la capacité d'apporter à lui tout seul 50, 100 tonnes de légumes pour une légumerie ou pour une autre activité de transformation. Il faut de toute façon des producteurs assez importants qui ont de multiples activités. Et qui ne travaillent que pour vous ou... Non, alors évidemment, nous en avons parlé un petit peu au préalable, mais les producteurs vendent du frais pour les grossistes distributeurs, du frais pour les magasins bio. Et comme tous les producteurs, ils ont ce que l'on appelle l'écart de tri ou la catégorie 2, suivant quelle production ils ont. Et ce sont ces produits-là que nous leur achetons. Nous leur apportons une valorisation de cette matière-là qui est quand même pour les producteurs assez importante. D'accord, qui ne trouve pas sa place, on va dire, sur le marché du négoce frais, classique, oui. Mais qui, passé l'étape de transformation, sont tout à fait de qualité, restent de qualité et rentrent dans la fabrication et dans l'approvisionnement des restaurants, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une valorisation de ces matières, ça fait un gros tonnage, ça leur apporte évidemment un rendement complémentaire et une rémunération complémentaire. C'est un produit qu'on ne doit pas détruire, c'est un produit qui est valorisable. Il est valorisable dans un outil comme le nôtre ou d'autres types de transformations. Encore une fois, il n'y a pas que les légumeries, hein, il y a les conserveries et d'autres choses. Mais le produit au moins est consommé, valorisé, mis en prêt à l'emploi pour la restauration collective. C'est le produit qu'ils ont besoin quotidiennement. C'est la même chose, Monsieur Grandin, qu'on soit en bio ou en conventionnel, ce sont les mêmes contraintes, c'est pas les sous-produits, mais les produits de deuxième choix qui trouvent mieux leur place vous qui travaillez avec la restauration collective, je crois. Quelle est la qualité de produit qui trouve le mieux sa place en fruits et légumes en général dans la restauration collective ? En restauration collective, on travaille dans un contexte contraint économiquement, mais l'ensemble des produits que nous commercialisons aujourd'hui en frais sont des produits que vous pourriez acheter en supermarché ou en magasin spécialisé. C'est-à-dire que le niveau qualitatif aujourd'hui de la restauration collective est plutôt dans les produits frais non transformés, qui n'est pas là une matière première, de très bonne qualité.
Et puis, si vous voulez, par rapport aux réflexions qu'il y a, je trouve que c'est intéressant. Bon, nous, dans l'interprofession des fruits et légumes, et nos clients eux-mêmes opposent pas les agricultures, ne disent pas c'est tout ou rien par rapport au bio, et nous non plus. Et je pense que les outils qui transforment aujourd'hui les produits bio sont souvent des outils qui transforment aussi des produits locaux. Et dans le débat que l'on a sur la relocalisation des productions, je pense qu'une des solutions, ce sont, comme le territoire s'y est engagé, comme d'autres s'y engagent aujourd'hui, les projets alimentaires territoriaux et clairement la contractualisation qui permet de stabiliser les engagements et d'obtenir des produits à des coûts raisonnables pour cette restauration, mais compatibles avec les réalités de coûts de culture des producteurs. Au niveau de l'agence bio, structuration des filières, est-ce que c'est le seul handicap? Enfin, on a parlé du prix. Si c'est le bas prix qui est demandé par les gestionnaires, on pourra peut-être avoir du bio, mais du bio peut-être venant d'importation. C'est pas franchement ça qu'on souhaite. Non, tout à fait. Il y a effectivement deux sujets sur lesquels l'agence bio peut être utile. C'est la structuration de filières, je vais y revenir, et d'autre part, la question de la communication. Je vais commencer peut-être par la communication. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il ne faut pas minorer le fait que si aujourd'hui une collectivité s'engage sur une présence de produits bio de plus en plus importante dans les menus de la cantine, c'est clairement aussi pour répondre, comme on l'a vu tout à l'heure, à une demande de ses concitoyens. Et sans en faire un argument, je dirais, bassement électoraliste, parce que je crois que ça n'a jamais été utilisé comme tel, mais en tout cas, il y a quand même un rendu compte à faire à ses concitoyens, une valorisation du travail des élus et des techniciens qui s'y mettent. Et ça, c'est important parce que je pense que dès qu'on se lance dans un projet de ce type-là, il faut envisager dès le départ comment on va associer finalement les consommateurs, les parents d'élèves ou directement les consommateurs si on parle d'un restaurant d'entreprise, par exemple, ou les personnels hospitalisés, les personnes qui sont accueillies dans un EHPAD, enfin, etc. Donc il faut penser à cela pour pouvoir communiquer parce que finalement, là aussi, si on fait le parallèle que je faisais tout à l'heure entre restauration hors domicile et restauration à domicile, les courses que l'on fait les uns et les autres, on voit bien aujourd'hui que la communication sur les produits bio, elle est très très importante, peut-être même parfois trop. Tout ce que fait la grande distribution aujourd'hui de la mise en avant des produits bio, qui va au-delà de la réalité du chiffre d'affaires qu'ils font, ça montre bien que répondre en termes de communication, c'est pas forcément un gros mot. Il faut aussi pouvoir dire, voilà, on va dans ce sens-là, parce que finalement, on l'a vu dans certains cas, avant de démarrer l'émission, on disait on va parler de bonnes pratiques. De temps en temps, on peut parler aussi de choses qui ont été moins bien réussies. Il y a des collectivités qui sont venues en disant on a mis plein de bio dans la cantine. Et en fait, personne n'était au courant. Les gamins ne trouvaient pas ça forcément meilleur parce qu'en plus, on allait vers des fruits et légumes qu'ils ne connaissaient pas forcément, etc. Et ça a été un échec. Donc je pense vraiment que la question d'associer dès le départ tout le monde et de communiquer, ça va. Vous parliez tout à l'heure des marches de cantines rebelles. Il y a les territoires bio engagés en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, il y a plein d'opérations comme ça qui existent à travers la France. Il y a la démarche Mon Resto Responsable de Restoco avec la FNH. Enfin bon, je ne vais pas citer toutes les expériences, mais elles sont toutes passionnantes parce que à chaque fois, c'est une façon de dire la collectivité a fait un point où il en est et où on veut aller ensemble. Et effectivement, dans certains cas, ça ne sera peut-être pas 20%, peut-être que ça sera moins, mais on ira étape par étape, parce qu'on voit bien qu'encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, s'il s'agit de prendre les chiffres et de dire, du coup, dans les 5 prochaines années, il faudrait faire plus 600%, bon, on peut avoir quelques doutes sur le fait que ça va être atteint, mais peu importe. Je crois que l'important surtout, c'est de se dire où est-ce qu'on va et est-ce qu'on commence par introduire des fruits et légumes, puis plus tard on fera de la viande, plus tard on fera... Et qu'est-ce que ça change dans la façon de manger? Je crois que c'est surtout ça qui est important. On disait tout à l'heure 50% de produits de qualité. C'est ça qu'il faut voir dans la démarche. La partie bio est importante, c'est vrai, mais c'est globalement une démarche dans laquelle on retravaille des produits frais, on redonne un sens au travail de cuisinier, au travail des personnes qui servent les repas à table, et tout simplement on recrée un vrai moment de repas parmi des enfants par exemple. Deuxième point, la structuration de filière. Oui, c'est important. Dans les démarches qu'on a à l'agence, on soutient des projets d'investissement matériel ou immatériel, parce qu'il y a aussi beaucoup d'immatériel dans tout ce qu'on présente là. Il s'agit d'organiser des réseaux, de mettre en place des plateformes informatiques, des plateformes tout court, plateformes logistiques, etc. Donc dans les projets que l'agence bio soutient via ce qu'on appelle le fonds Avenir Bio, qui va bientôt être doublé, donc atteindre 8 millions d'euros par an, on met une priorité sur des projets dans lesquels tout ou partie, et souvent c'est une partie de la démarche, comme on le disait tout à l'heure, partie de la production est destinée à aller vers la restauration collective avec une offre
adapté à la restauration collective. Par exemple, tout simplement le fait de dire la saisonnalité, tout le monde en parle, sauf qu'évidemment, si on parle de restauration scolaire, la plus grosse partie des fruits et légumes de saison et surtout des fruits vont tomber en pleine période estivale. Donc il faut aussi transformer des produits pour les conserver plus longtemps et pouvoir les servir à d'autres moments de l'année sous une forme de transformation, de soupe, de compote, de fruits découpés, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un enjeu important de dire comment faire pour rendre finalement les produits intéressants pour le cuisinier ou le responsable des achats de la cuisine. C'est compliqué, Gilles Chapuis, pour essayer de répondre à cette exigence, pour s'adapter au rythme de la restauration scolaire en particulier, non? Quelle est la relation contractuelle que vous avez avec les producteurs et comment vous arrivez à mettre en phase avec les besoins de votre clientèle, de votre client? Alors le plus dur, c'est évidemment l'anticipation. On aimerait connaître 2 ans à l'avance la volumétrie de tel et tel légume pour pouvoir gérer ça contractuellement avec les producteurs et que tout se passe bien dans le bon ordre. Après, la réalité est souvent différente. Mais on trouve globalement toujours une solution quand même, puisque aujourd'hui, de plus en plus de producteurs bio arrivent sur le marché avec des produits disponibles pour le marché, sauf pas tous, encore une fois, puisqu'on parlait tout à l'heure de pourquoi dans notre légumerie on fait aussi des produits conventionnels. C'est par exemple pour le territoire que nous avons choisi. Nous sommes en Île-de-France et nous travaillons avec les producteurs dans les 200 km de l'Île-de-France. Le marché de la salade bio est minime. Le marché du concombre bio est minime. Le marché de la pomme de terre bio commence à grandir, mais n'est pas encore mature. Donc pour ces 3 produits, par exemple, nous faisons tout ou pratiquement en conventionnel local, mais pas en bio. Après tout, s'ils sont des fruits et légumes qui rentrent dans la chaîne de restauration collective, je veux dire, on a quelque part fait avancer le projet, hein, donc d'encourager, parce que je pense que qu'est-ce qui est important? L'action éducative également dans on en parlait avec vous, Laurent Grandin, il y a quelque temps. Est-ce que c'est important le jeune consommateur, là, c'est important de le former à de futures consommations bio quand il sera adulte, c'est ça? Enfin, bio ou en fruits et légumes en tout cas. Oui, les deux si possible. On sait, grâce au Crédoc aujourd'hui, que les habitudes de consommation se forgent dans l'enfance et qu'une génération qui n'a pas été habituée à consommer un certain type de produits, notamment des produits frais, malheureusement, ça ne se corrige pas au long de sa vie, hein. Et donc, effectivement, c'est crucial d'investir dans cette classe d'âge. Je voulais dire que, de ce point de vue, d'ailleurs, pour le développement des signes de qualité, il y a un budget européen de 18 millions d'euros qui finance à 100% cette action, qui s'appelle Fruits et légumes agricoles, qui est un programme destiné à l'origine pour lutter contre l'obésité, et donc qui est un programme destiné essentiellement aux enfants, et pour lequel l'éducation nationale, au travers d'un jugement, vient de nous interdire, nous Interfel, de rentrer dans les écoles pour faire la partie pédagogique de cette opération qui est obligatoire. Donc on marche peut-être un peu sur la tête. Chercher l'erreur. Ouais. Et donc voilà, chercher l'erreur. Sur les attendus, moi je partage complètement. Nous sommes signataires aux côtés de Restauco de la démarche Mon Resto Responsable. Donc on pense qu'effectivement la pédagogie des choses, c'est-à-dire c'est pas le tout ou rien, c'est une démarche de progrès qu'il faut initier avec les partenaires qui entourent les écoles. C'est quelque chose de fondamental. Et le deuxième point qui est crucial pour nous, et Interfel est en train de s'y engager dans toutes les régions, et les professionnels de ces filières aussi, c'est les projets alimentaires territoriaux qui doivent se transformer en plans alimentaires territoriaux et dont on pense qu'ils doivent se situer plutôt au niveau des régions pour des questions de surface, pour des questions aussi de financement, d'accès aux fonds, de façon à ce qu'on puisse financer ces projets. C'est vrai pour la relocalisation en général des produits, c'est vrai pour la relocalisation spécifique des produits bio en région, hein, et donc sur le territoire. Prix, peut-être, oui, vous voulez rajouter, Florent? Oui, je crois que encore un élément clé, comme je disais tout à l'heure, basé sur les réussites et sur quelques essais-erreurs pour d'autres collectivités. Peut-être qu'il faut quand même le redire, puisqu'on est encore à un niveau assez faible, ça montre que tout le monde n'a pas encore essayé et abouti.
l'élément clé, c'est, dans tout ce qu'on a dit là, c'est d'y aller progressivement et d'installer des filières qui vont répondre à cette fourniture de produits bio locaux dans la restauration collective. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, l'opération consistant à dire ponctuellement, une fois par mois, on fait un repas bio dans une cantine, est souvent une mauvaise idée. Alors bien sûr, aujourd'hui, avec un peu plus de volume, les choses peuvent être réalisables et ça peut rentrer dans les outils de communication dont je parlais tout à l'heure. Mais la vraie bonne méthode, c'est d'y aller progressivement et d'introduire une gamme de produits. Et ceux-là, on les stabilise. Et puis le coup d'après, en ayant redébattu de la façon de travailler du cuisinier ou de la cuisinière et de l'équipe de cuisine, on va pouvoir introduire un nouveau produit. Ça, je crois vraiment qu'il faut l'avoir à l'esprit, se dire, on ne peut pas dire, si on reste sur l'exemple des 20%, qui sera probablement dans la loi, de dire ça veut dire que, je sais pas moi, un repas sur 5 est en bio, et puis ces repas-là, c'est, je sais pas moi, une semaine par mois. Ça fonctionne pas bien parce qu'évidemment, on va pas pouvoir donner de la visibilité aux agriculteurs sur quelque chose qui permet de... On ne peut pas construire une filière, c'est vrai qu'avec l'événementiel, c'est ça. Et parmi les hypothèses qui peuvent permettre de résoudre l'accès du produit bio dans les restaurations, dans la restauration scolaire, c'est le prix. Et est-ce que les produits issus de l'agriculture bio, en conversion bio, est-ce que vous pensez que c'est une solution? Est-ce que ça sera possible par la loi? Est-ce que c'est souhaitable? C'est sûr que c'est une très bonne idée de favoriser le fait de dire, lorsqu'un agriculteur s'engage dans cette démarche de fournir pour tout ou partie la restauration collective, on prend dès le départ ses produits s'il est en phase de conversion. Donc pour bien expliquer à tout le monde, il commence à travailler dès le début, dès le moment où il passe en bio, il travaille avec les méthodes bio, mais ces produits, en l'occurrence, ne seront pas bio avant 2 ou 3 ans pour des questions de temps de conversion. Donc ça, c'est vraiment une bonne piste à creuser, évidemment. Mais il y a un autre élément qui n'est pas du tout présent dans la loi, on l'a signalé nous dans les différentes auditions qu'on a faites à l'Assemblée ou au Sénat, c'est la question du foncier agricole, qui est vraiment un sujet majeur dans les années à venir, puisque finalement, si on résume les choses, et sans être trop caricatural, pour un certain nombre de ces restaurants collectifs, scolaires notamment, on va être plutôt en ville, et évidemment, la production, elle est plutôt en monde rural. Et donc le sujet qu'essayent de jouer les villes aujourd'hui, c'est comment garder, voire même dans certains cas réacquérir des terres agricoles dans la première couronne autour des villes, parce que finalement, sinon, on se retrouve dans un système qui ne fonctionne pas. Sauf que ces terres, elles sont souvent à des prix chers parce qu'il y a un conflit avec l'urbanisation, voire dans certains cas, par exemple l'exemple de la ville de Strasbourg qui développe beaucoup la restauration bio et locale aujourd'hui, qui fait partie du réseau européen Plus Bio. Cette ville se rend compte que finalement ils ont une grosse pression foncière. Pour ceux qui connaissent mal l'Alsace, moi j'en suis originaire, il y a vraiment une densité de population très forte dans la plaine d'Alsace. Et en plus, les cultures agricoles historiques qui existent dans cette région, notamment la culture du maïs, est évidemment une culture qui est très intéressante et qui ne passe pas en bio et qui n'intéresse pas la restauration collective. Donc remplacer ces cultures qui sont très productives et financièrement très intéressantes par de la culture maraîchère pour faire des fruits et légumes, c'est compliqué économiquement. C'est là l'enjeu, il n'a rien à voir avec l'enjeu que vous abordiez à l'instant, qui est effectivement un vrai sujet, qui est le prix des produits bio. Là, on change carrément d'échelle, on parle de 1 à 10 et plus simplement de 60% de plus. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir là aussi probablement légiférer, trouver des solutions. La loi d'avenir de 2014 a déjà un petit peu avancé en disant dorénavant, depuis 2014, les SAFER doivent prioriser la reprise d'une terre agricole par un projet bio lorsqu'elle était en bio. Mais ça ne va pas suffire puisqu'on sait que pratiquement la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Donc on a un enjeu foncier vraiment phénoménal devant nous. Laurent Grandin, on disait tout à l'heure qu'il y avait vous soulignez qu'il y avait le problème du prix. Donc il faut, pour avoir une alimentation responsable en restauration collective, il faut aussi une commande publique responsable, donc avec des engagements financiers et des efforts financiers faits pour rendre les choses possibles. Est-ce que c'est le seul verrou? Est-ce que vous en voyez d'autres? Non, c'est certainement pas le seul verrou. De toute façon, la logique, pour nous, la cohérence des projets, elle passe encore une fois par les projets alimentaires territoriaux dans lesquels on peut mobiliser l'ensemble des moyens disponibles. Il y a des agences aussi, des espaces dans les différentes régions. Donc il faut regarder là où il y a des terres, là où il y a de l'eau, parce qu'accessoirement pour produire des fruits et légumes, il faut de l'eau.
Quels sont les moyens mobilisables au niveau européen? Souvent, les projets de ce type sont financés à 40 ou 50% sur des fonds européens. Donc, il y a la possibilité d'obtenir cela. Et bien sûr, pour finir, si on veut arriver à avoir un produit local de qualité à un prix acceptable et un produit local bio de qualité à un prix acceptable, il est clair que seul l'engagement contractuel donnant une visibilité de moyen long terme aux producteurs est capable de résoudre cette équation. Le producteur partira du prix auquel lui revient les produits plus sa marge normale d'intervention, mais ce sera avec beaucoup moins d'à-coups que le marché libre sur ces produits-là. Et la restauration est tout à fait capable de faire ça parce qu'il y a une stabilité de ce marché qui n'est pas le même que celui de la grande consommation. Il y a une certaine météosensibilité sur une partie de nos produits en amont et en aval, mais c'est beaucoup moins vrai dans la restauration scolaire en particulier ou hospitalière, où les périodes de congé existent, mais il y a un certain suivi des choix nutritionnels qui peuvent apporter cette continuité dans le temps. Est-ce qu'il ne faudra pas aussi former les décideurs? Parce que là, j'ai sous les yeux, j'ai reçu ce matin une commande d'une cuisine centrale du département d'ailleurs, et qui demandait donc la fourniture en bio de melons et de tomates début mai. Autant dire mission impossible. Donc je pense qu'il faut que le dialogue s'ouvre quand même, non? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas du local. Voilà. Donc comment on fait pour... Est-ce qu'il y a une instance de dialogue qui est prévue pour justement mettre en cohérence les choix des cuisiniers et des gestionnaires avec les disponibilités locales? Dans les dispositifs d'appel d'offres, de plus en plus, ce sont des marchés à bon de commande, en mono, multi-attribution. Donc, c'est l'émission du bon de commande qui se fait sur la base des offres reçues qui permet de faire ces choix-là. Donc, je pense que c'est tout à fait clair que ce dialogue doit être permanent et c'est généralement le cas. Bon, il y a peut-être eu un remplacement et un cas isolé sur une cuisine centrale, mais normalement, c'est des choses, justement parce qu'on recherche une efficacité et une continuité, qui sont programmées à l'avance. Nous, la moyenne des commandes sur les cuisines centrales qui livrent la livraison scolaire, on les reçoit un mois à l'avance. Gilles oui, pardon. Je voulais revenir 2 minutes encore sur la question de prix que vous abordiez tout à l'heure. Si on reprend certaines expériences un peu historiques, mais c'est aussi intéressant de revenir vers les pionniers de ce qui a pu être fait. Je pense à la commune de Lons-le-Saunier, par exemple. La démarche à l'époque du maire de Lons-le-Saunier, Jacques Pélissard, c'était bien de dire on va connecter la question du prix de l'eau et la question du prix de la cantine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'installe des agriculteurs sur des zones à enjeu haut, qui passent en bio, de l'élevage, et à ce moment-là, on va pouvoir maintenir un prix de l'eau au même niveau sans avoir à augmenter le prix de l'eau à cause de traitements qui augmenteraient. Et du coup, on va même pouvoir baisser un peu ce prix-là et augmenter un petit peu le prix de la cantine. Considérer que pour le citoyen, en tout cas celui qui à la fois consomme de l'eau et a des enfants en âge de scolariser, c'est une opération qui peut s'équilibrer et qui peut être en plus très compréhensible. Donc je crois qu'il faut aussi revenir à cette essence-là. Pourquoi est-ce qu'on veut structurer ces filières localement sur une agriculture de qualité, notamment sur le volet bio, pour réussir cet équilibre de dire le vrai coût d'un aliment, c'est pas simplement ce qu'on paye, c'est aussi toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière ou tout l'environnement qu'il peut y avoir. On voit aujourd'hui tout le plan légumineuse, par exemple, qui est porté au niveau français et au niveau européen. C'est le même sujet, c'est d'arriver à dire, par le développement de la légumineuse, on a un effet positif sur la santé des consommateurs parce qu'on sait que c'est un aliment une gamme d'aliments très intéressante, mais également, on arrive à avoir un environnement et une vie des sols beaucoup plus intéressante par ces cultures-là, à partir du moment, bien sûr, où on les cultive en réduisant au maximum l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides chimiques de synthèse. C'est ce qu'on appelle la volonté politique locale. Gilles Chapuis, je crois que qu'est-ce que vous pourriez rajouter par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Donc programmation, planification, prix contractualisé. Quel autre souci rencontrez-vous et comment faire pour aller plus loin et atteindre ces 15%? Ce sont les fondamentaux. Ceci. À partir du moment où on a une belle planification, on arrive à développer un marché, surtout une filière, et surtout à ce qu'elle soit réussie. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gens qui vont vers le bio et qui ne trouvent pas la matière le moment venu ou l'outil pour les transformer. Enfin, tout le monde doit être en adéquation pour que ça fonctionne. C'est des producteurs, un marché,
de la transformation, de la distribution. Il faut que tout le monde soit là au bon moment, en même temps, et avec anticipation pour que ça fonctionne bien. D'accord, je dirais que c'est presque le mot de la fin. Je crois que vous êtes obligés, merci Laurent Grandin et Florent Gull, d'avoir bien voulu participer à cette table ronde parce que vous avez un problème de transport. Donc merci à vous d'être venus et participer avec nous à ça. Et on peut encore avoir une ou deux questions, mais qui s'adresseront prioritairement à Monsieur Chapuis, qui peut rester, lui, qui est arrivé tard à cause de ses problèmes de transport, mais qui peut rester du coup plus longtemps. Est-ce qu'il y a des questions, une ou deux questions dans la salle en termes de structuration de filière, d'organisation de légumerie ou de création de légumerie? Est-ce qu'on aurait fait le tour de la question? Bon. Eh bien, écoutez, je propose... Madame. Marie Largeau, Chambre régionale d'agriculture. Je voulais, du coup, j'aurais bien aimé avoir votre retour, vous, sur la question du prix dont parlait Patrick, qui a été posée aux deux autres intervenants, et je ne pense pas à vous. Donc j'aurais voulu savoir comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça, dans le cadre de la contractualisation avec les producteurs. Est-ce que, pour vous, c'est un frein ou pas? Pour nous, non, parce que, encore une fois, la catégorie de produits que l'on travaille est la catégorie des produits hors marché classique pour le producteur, qui sont les produits à forte valeur ajoutée, les entre guillemets beaux produits bien calibrés et qui sont le rendement principal économique de l'agriculteur. Après, nous, comme nous lui valorisons ces autres produits, c'est des produits que l'on achète bien moins cher évidemment et qui du coup permettent d'absorber une partie du coût de notre fabrication, pour qu'au final, ce ne soit pas un effet cumulatif trop important. On ne part pas d'un produit cher sur lequel on rajoute un coût de fabrication et un coût de livraison pour qu'à la fin, ça ne soit plus du tout acceptable et ne puisse plus être acheté par une collectivité ou par un restaurant. Le fait d'acheter cette catégorie, de la travailler, on la travaille plus longtemps puisqu'on épluche plus, on transforme plus, on découpe plus, on pèle plus. Enfin, voilà. On a un travail plus important que sur un produit calibré marché classique. Mais on lui redonne une seconde vie et le produit évidemment est tout aussi qualitatif au final. Il est prêt à l'emploi sans avoir pris, en ayant été transformé, sans avoir pris un surcoût trop important. Je ne sais pas si on peut s'autoriser une dernière question. Bon. Ben écoutez, je pense une question là-bas et puis ça sera la dernière. Moi, je suis Jean-Pierre Mélé, je suis producteur bio au Cameroun depuis une trentaine d'années. Ma question, c'est par rapport au coût de production en bio. Nous venons d'écouter des initiatives intéressantes pour essayer de faire partir le bio vers la restauration collective, ce qui est très très intéressant en soi. Mais lorsqu'on parle des coûts de production en bio, de quoi parle-t-on ? Parce que est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une analyse fine pour comprendre l'impact global de la consommation du bio par rapport aux autres coûts de l'autre économie qui est l'économie conventionnelle? Donc c'est ça ma question. Oui, alors c'est une question qui dépasse largement le cadre de la restauration collective. Effectivement, il y a le coût de production lui-même et j'allais dire les coûts cachés. Les coûts environnementaux de la production conventionnelle, et donc il faudrait additionner au prix de marché des produits conventionnels pour avoir le véritable coût. Mais ça, c'est un autre débat, parce que vous qui travaillez, votre clientèle, c'est une clientèle de gestionnaires, donc ils sont précontraints, ils ont un coût matière qu'il ne faut pas dépasser. Oui, enfin tout ce que je pourrais dire par rapport au coût de production, c'est que par rapport à ce que l'on a déjà fait avant cette nouvelle légumerie de l'année dernière, c'est que dès lors que l'on l'industrialise un peu plus, qu'elle est plus grande, que les contrats sont plus importants, le coût de production a été diminué de 30%. On avait déjà travaillé en légumerie avec d'autres légumeries où on comprendra tout aisément qu'un tonnage de 100 tonnes et un tonnage de 1000 tonnes, 1500 tonnes, change tout sur l'amortissement, sur le coût réel final de transformation que l'on va rajouter sur la matière première. Et c'est très important.
le kilo de carottes transformé chez vous en bio, il est sensiblement différent du même produit qui a subi cette transformation également par rapport au conventionnel, ou quel est l'écart de prix? L'écart de prix quand même vous prenez l'exemple qui fâche, parce que la carotte conventionnelle, comme on l'appelle, n'a jamais été valorisée à son juste prix, et c'est toujours le produit de fond de panette ou de fond de panier, le prix de référence qui fait que tout le monde en achète, donc il faut que ce soit pas cher. Et alors qu'en bio, c'est pas du tout le cas, c'est un prix réel de production maraîchère ou de plein champ. Mais au final, en produits transformés, on est entre 30 et 40% supérieur au prix du conventionnel. Même avec un produit de qualité et de deuxième choix? Oui, bien sûr, parce qu'il est de deuxième choix uniquement dans son aspect au départ, bien sûr. Mais après avoir été transformé et passé dans la légumerie, il est de premier choix et prêt à l'emploi. Merci à vous, Gilles Chapuis. Je ne sais pas s'il y a un mot de la fin, mais en tout cas, moi, ce que je peux formuler comme vœu, c'est qu'on puisse s'appuyer sur votre expérience. Puis, si j'ai bien compris, votre clientèle n'a pas toujours les produits qu'il faut en provenance d'Île-de-France. Alors, on peut peut-être imaginer des partenariats avec notre région pour approvisionner ensemble vos restaurants d'Île-de-France, et à l'inverse, nous qui manquons de carottes, peut-être de travailler avec vous pour faire en sorte que, on ait des carottes bio dans les restaurants scolaires d'Occitanie. Merci à vous, à bientôt. Merci.